Madame, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions politiques mais également sociales. Nous les mettons sur la table pour en débattre. L'actualité reste dominée par la politique en RDC. Vous le savez, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré hier son prédécesseur et allié Joseph Kabila Kabange. Une rencontre qui se tient après quelques tumultes dans les deux camps. Est-ce que Félix a-t-il réussi à planir les divergences avec Kabila? Nous en parlerons. Et puis l'affaire Onsar Malonda qui a été désignée et confirmée hier par l'Assemblée nationale. Les ONG de défense des droits de l'homme, beaucoup appellent la population à se préparer pour des descentes dans la rue au fin de barrer la route à cette désignation. Ce soir, mon invité, c'est un ami, mais aussi un confrère, Dienit Kaninda. Monsieur Kaninda, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup Perrault pour cette invitation. Je suis vraiment fier, à la fois heureux d'être sur ce plateau de CPL TV parce que je suis agréablement surpris. C'est un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. Je rappelle que tu es depuis un temps responsable d'une télévision de marketing politique sur Internet qui s'appelle Congo Market TV. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous voyons l'exemple de ceux qui nous ont précédés. Quand on parle aujourd'hui des informations, des chaînes de télévision en ligne, on voit CPL TV, on voit Congo Buzz, on voit Bossolo, la politique officielle. Et on se dit, on est fiers de cette nouvelle génération. Des gens qui viennent travailler selon les normes parce que on pensait que Internet était réservé à, comment on les appelle encore, aux youtubeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Les gens qui, voilà, lorsqu'il est en face de Kofi Olomide, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, on sent que la chose est prise en main par des professionnels. Et je suis vraiment fier de cette génération. Et je crois qu'on peut faire mieux pour les Congolais. Prenez donc rendez-vous. Allez vous abonner très massivement sur la chaîne YouTube de Dienit Kaninda, Congo Market TV. Abonnez-vous et commentez, likez les vidéos de Dienit Kaninda, ce qui sera une très bonne chose. Alors, vous êtes là pour analyser l'actualité politique avec nous. Vous l'avez certainement suivi. Le président de la République a rencontré Joseph Kabila hier. Est-ce que c'est une rencontre de réconciliation ou plutôt ils se sont rencontrés pour aplanir les divergences qui devenaient de plus en plus croissantes entre les deux camps? Il était temps que le président de la République accorde bien sûr cette entrevue à Joseph Kabila, le sénateur à vie, parce que c'est au niveau des symboliques, ça parle dans l'opinion. Vous savez, nous sommes en un moment très crucial de l'engagement sur le redécollage de ce pays. Parce que on a beaucoup parlé de l'alternance. On a eu quand même l'alternance. Il n'y a pas d'élection parfaite. J'en veux pour preuve ce qui se passe aux États-Unis et même ailleurs. C'est que vous avez un président élu, mais même plusieurs mois après, même après des années, il y a toujours des remous, il y a toujours des gens... Les contestations n'est pas une affaire propre de la RDC. C'est pas propre à la RDC. Alors, ici, lorsque vous suivez par exemple le cardinal, je viens à ta question, mais lorsque vous suivez par exemple le cardinal qui remoue le couteau dans les plaies et tout, on sent que le Congolais n'a pas la volonté d'aller vers l'avant. Le Congolais ne veut pas avancer. Donc, quand il y a eu des problèmes, il y en a qui veulent rester là. Là où il y a eu des problèmes, il faut rester là. Alors qu'il faut que la nation avance. Le président de la République annonce des programmes, des projets qui doivent être réalisés en faveur de la population. Vous avez en face le gouvernement qui est plutôt le bras séculier du chef de l'État pour l'exécutif, parce que sur les trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, le pouvoir qui soutient le président de la République, c'est le pouvoir exécutif. Mais au niveau de l'exécutif, vous avez entre-temps des gens qui ne comprennent pas la vision du président de la République, parce qu'ils ont travaillé avec l'ex-président. Mais Lamouka dit que Félix n'a qu'à s'assumer. C'est lui qui est allé signer les accords secrets. Il le savait. Il est allé négocier les pouvoirs, je cite bien Lamouka. En négociant les pouvoirs, il avait cédé et il savait que ça devait se passer comme ça. Il ne faut pas qu'il vienne pleurnicher après. Mais Félix Tshisekedi a le droit et le pouvoir aujourd'hui de faire ce qu'il veut. Et comme il l'entend. Parce que c'est ce qu'a fait
Mobutu a fait cela. Après avoir récupéré le pouvoir, il a agi comme il le voulait. Il a décapité, il a sacrifié des vies humaines, il a fait ce qu'il voulait de son pouvoir. Mais ils sont des écoles différentes. Félix Tshisekedi sort de l'école d'Étienne Tshisekedi qui prône la non-violence. Et ces deux écoles ne permettent pas de verser le sang. Alors, il peut décider aujourd'hui de mettre les gens à la porte. Mais il regarde l'intérêt des Congolais. Nous savons, vous et moi, nous avons suivi les informations. Nous faisons des enquêtes, nous avons des renseignements sur ce qui se passe dans le pays. Pourquoi à chaque moment qu'il y a des remous au pays, on sent que Joseph Kabila quitte Kingakati, vient s'installer à Gombe? Il vient s'installer à Gombe, pourquoi? Et d'après les informations que nous avons appris cette histoire de je vais raser Gombe. Nous l'avons appris. Bon. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi se trouve devant à la fois l'histoire de la République démocratique du Congo, mais aussi il regarde à sa carrière. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Tout ça, c'est pour justifier la rencontre. Parce que j'ai reçu d'autres confrères ici qui me disaient que c'était un nouveau fiasco. C'est des rencontres qui vont se multiplier, qui n'amènent rien dans l'avancement du pays, qui ne fait pas progresser la situation socio-économique de la population. Vous tenez mordicus à dire que il était temps que Félix rencontre Joseph Kabila. Il devait les rencontrer parce que les gens qui sont de l'autre côté, dans l'exécutif, ou même aussi dans le pouvoir législatif, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, il y en a qui ne comprennent pas la vision de Félix Tshisekedi. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent bloquer et tout. Mais au dernier conseil, aujourd'hui il y a conseil des ministres, mais la semaine passée, il les a rappelés à l'ordre. Il leur a dit que même leur autorité morale ne pouvait pas accepter les bêtises qu'ils commettent. Là, il parlait précisément du ministre de la Justice. Parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, ils peuvent encore bloquer la situation du pays ou bloquer Félix Tshisekedi et pour qu'ils ne réussissent pas comme ça, eux peuvent revenir aux affaires. Parce qu'ils estiment que Joseph Kabila a négocié auprès de Félix Tshisekedi sa protection, la protection de sa famille restreinte et qu'eux se trouvent maintenant dans la rue. Et j'ai entendu, il y a un confrère qui me disait non, il parlait avec un cacique du FCC qui lui disait non mais petit, laissez-nous cette loi de Aubin passer parce que nous, on peut nous ramasser pendant les 5 ans, on peut nous ramasser à tout moment. Alors du coup, le fait de rencontrer Joseph Kabila, mais avant de rencontrer Joseph Kabila, il a d'abord fixé les lignes à travers le discours à l'occasion de 60e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale. Il a fixé les lignes. Mais maintenant, il rencontre son frère, comme il l'appelle bien son frère. Encore faut-il que Joseph Kabila prouve qu'il est vraiment un frère. Au niveau de la sincérité dans les actions. Parce qu'ils ne peuvent pas marcher en tant que frères. Lorsque tu te dis frère, mais tu mijotes des plans à travers des personnalités que tu gères et des plans qui peuvent amener à bloquer l'autre. En ce moment-là, il n'y a plus la fraternité. Mais ici, on voit la bonne foi. Quelque part, on peut dire, Félix Tshisekedi joue un peu à la naïveté. On pense qu'il est naïf. Et moi, je crois que ça, c'est des erreurs en politique. Des gens qui pensent comme ça. Parce que lorsque vous regardez le début de Joseph Kabila, il vient, je vois encore l'image dans sa grosse veste et tout ça. Vous vous souvenez de l'image. Et il va prêter serment et tout ça. Mais après, il y a des personnalités qui ont travaillé avec Mouzé, qui l'ont pris en tenaille, qui l'ont guidé, qui l'ont orienté, qui lui disaient ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. On l'a pris pour un naïf. Il était là, il observait. Il prenait le temps d'observer. Vous voyez aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il prend, c'est pratiquement des gens du même comportement. Le temps n'est pas l'année de Félix, hein. On est déjà pratiquement la deuxième année. Il y a une notion qui dit... Et puis, c'est cette manière-là un peu, j'ai comme l'impression que ceux qui ont l'habitude de défendre Félix nous donnent l'impression que le diable c'est Kabila, Félix lui c'est l'innocent, mais ils sont dans une alliance. Si ça capote, Félix est également responsable autant que Kabila. En vous entendant parler, vous dédouanez Félix, on a l'impression que Félix est le saint, le diable c'est le FCC, le diable c'est Kabila. Le premier responsable si ça capote, c'est Félix Tshisekedi. C'est pas Joseph Kabila. Parce que d'ailleurs, moi je dis aujourd'hui, l'égal de Joseph Kabila, c'est pas Félix Tshisekedi, c'est Jean-Marc Abound. C'est Jean-Marc Abound parce que Joseph Kabila est le président du PPRD.
Et Jean-Marc Aboun est le président de l'UDPS. À mon sens, avant même que Joseph Kabila rencontre Félix Tshisekedi, il devait d'abord rencontrer Jean-Marc Aboun. Emmanuel Shadari devait rencontrer d'abord Augustin Kabouya. Les deux, celui-là secrétaire général, l'autre secrétaire permanent, ils devaient se rencontrer et parler. Parce que lorsque vous regardez les ardeurs de Emmanuel Ramazani Shadari, vous regardez comment est-ce que monsieur s'est comporté ces 10 derniers jours. Et lorsque vous regardez les 3 derniers jours ou les 4 derniers jours, monsieur s'est calmé un peu. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi a fixé les lignes. Mais je crois que lorsqu'il rentre à Kingakati, Kingakati leur dit, c'est celui-là le président. C'est lui le président. Parce qu'il ne faut pas qu'ils confondent les choses. C'est lui qui rendra compte. On nous dit non, ils sont en coalition, ok, mais c'est lui qui rendra compte en 2023, ça sera Félix Tshisekedi. Jenny Kaninda, vous parlez d'une rencontre importante. À votre point de vue, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Et puis, au terme de cette rencontre, vous pensez que les armes sont désormais rangées dans le placard et que le calme est revenu dans le mariage FCC Cash? Les armes ne sont pas rangées. Parce qu'on le sait, c'était un mal nécessaire. Alors, c'est une rencontre qui n'a rien produit. Si ça ne permet pas à ce que les armes soient rangées dans le placard. L'intérêt de cette rencontre, c'est quoi? C'est que d'abord, ça calme les ardeurs. De part et d'autre, les gens se calment d'abord. Nos responsables se sont vus. Alors maintenant, les lieutenants attendent les orientations. Ils attendent les orientations, mais dans l'entretemps, il y a quoi? Il y a la calmie. Il y a cessez-le-feu. Et pendant ce temps, ça permet à ce que les différents états-majors se préparent pour voir comment envisager l'avenir. Parce que nous avons des grands enjeux devant nous. Il y a notamment la question de la CENI que tu as annoncé ici. C'est des grands enjeux. Parce que moi, je considère que l'affaire Aubin Minaku, c'était simplement de la poudre aux yeux pour faire passer Ronsard. Mais ici, les deux camps politiques se retirent, chacun de son côté essaye de voir maintenant qu'est-ce qu'il faut proposer aux Congolais en ce moment. Parce que celui-là vient avec des propositions fantaisistes. Mais nous pensons que c'est le moment de reconstruire le pays. Il faut aller avec des propositions concrètes pour rencontrer les besoins sociaux de la population et les besoins économiques. Mais il faut prendre le temps, tête froide, réfléchir sur ce qu'il faut apporter aux Congolais aujourd'hui. Parce que, à lire où aller les choses, on a vu Augustin Kabouya tenir, c'était un entretien, où il dit que l'UDPS avait encore son mot d'ordre dans la poche. Il n'avait pas encore donné son mot d'ordre. Nous avons vu la scène au rond-point Willery, où il y avait dans une salle les militants ou les milices, ou je ne sais pas comment les qualifier, soi-disant du PPRD, et les motards qui sont venus parce qu'on leur a dit que les gens du PPRD s'est préparés à les attaquer. Alors ils se sont livrés, ils se sont dit, bon, voilà, nous venons, brûlez-nous alors, et faites-nous, immolez-nous, nous venons nous laisser. On courait vraiment vers l'affrontement dans la capitale. Alors, cette rencontre valait la peine. On sent qu'il y a accalmie. On sent que le jeu s'est calmé. Et maintenant, les deux camps se sont retirés pour essayer de réfléchir, voir qu'est-ce qu'il faudra maintenant faire par rapport aux enjeux. Jenny Kaninda, vous êtes analyste politique. Je veux qu'on aille un peu au-delà de la symbolique de la rencontre. Est-ce que vous pensez que le Congo a aujourd'hui besoin de ce mariage entre le FCC et le Cash? Il y en a qui pensent qu'à un moment donné, Félix va se faire mettre le croc en jambe et Kabila n'acceptera jamais qu'il réussisse là où lui il a échoué. Il y en a qui pensent que la stabilité du pays n'est pas que par ce mariage-là. Il faut absolument faire de son mieux pour maintenir la coalition FCC-Cash. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut que le président envisage de rompre ce mariage ou plutôt, on doit continuer dans cette léthargie jusqu'à la fin de son mandat? Bon, je ne veux pas penser comme ceux qui disent que ce mandat, ce premier quinquennat de Félix Tshisekedi, c'est la transition sans Kabila. Je ne veux pas le dire, mais c'est en quelque sorte cela. Parce que lorsque vous regardez la gestion du pays, vous avez un président de la République, mais pratiquement la gestion des finances, la gestion de l'économie, la gestion de tout, c'est entre
l'ancien pouvoir. Non, mais il savait que ça allait être comme ça. Et pourtant, il a Il signé. savait. Ne les dédouaniez pas. Il savait. Il ne faut pas dédouaner le président de la Il ne faut pas les République. dédouaner. Il ne faut pas les dédouaner. Il a signé les accords secrets avec Mais Kabila. il faut dire aux Congolais la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, dans ses premiers 5 ans, il va simplement mettre des bases pour la reconstruction du pays ou pour le redécollage du pays. Il va simplement. Alors ça passe par où? Ça passe par 2 piliers. 1, il faut d'abord remettre la justice à sa place. Lorsque on remet la justice à sa place, c'est que d'aucuns qualifient de la République des juges. Dès que ça se met en place, en France, c'était pas comme chez nous. Nous pensons que chez nous, il faut vraiment une république des juges. Nous quittons la république des politiciens pour entrer dans une république des juges où on va réinstaurer l'état de droit, où il y aura quand même quelque peu la crainte de la chose publique. Si Félix Tshisekedi réussit à le faire, parce que nous savons que sur le plan social, chers compatriotes, on n'espère pas trop dans ce premier quinquennat. Moi, personnellement, j'ai dit, on n'espère pas trop. Mais là où il faut que Félix Tshisekedi travaille d'arrache-pied, c'est la justice. Dès qu'il aura travaillé la justice, en ce moment-là, on aura les résultats à la fin de ce quinquennat parce que on aura compris que les tribunaux vont fonctionner normalement. Quelqu'un qui a pris les deniers publics, s'en est servi comme si c'était sa propre poche, il va se retrouver devant la justice. Vous ne répondez toujours pas à ma question. Faut-il maintenir le mariage Kabila-Félix ou plutôt faut-il les détruire? Le mariage, il faut le maintenir pour une raison. Parce que nous réfléchissons en tant qu'intellectuels. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller aux élections anticipées. Pourquoi? Parce que ça demande des moyens. Il faut mobiliser les moyens pour aller aux élections anticipées, c'est-à-dire dissoudre l'Assemblée nationale. Dissoudre l'Assemblée nationale, ça signifie que il faudra que l'UDPS, le parti de Etienne Tshisekedi, se prépare et soit sûr de remporter cette élection-là législative et donner à Félix Tshisekedi la majorité requise pour pouvoir former un gouvernement qui soit sérieusement UDPS dans la vision de l'UDPS. Ça, c'est d'une part. De l'autre côté, si par exemple, il y a cassure de ce mariage-là, ça signifie que le gouvernement tombe. Si le gouvernement tombe, ça signifie que Félix Tshisekedi doit identifier la majorité à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire il désigne un informateur pour détecter la majorité à l'Assemblée nationale. Et même si cela doit se faire, ça signifie que le gouvernement va tomber, mais va travailler pour les affaires courantes, pour, comment on dit encore, expédier les affaires courantes. Pendant que le gouvernement sera en train d'expédier les affaires courantes, ça va créer en quelque sorte une léthargie au niveau de l'exécutif. Parce qu'on l'a vu avec le gouvernement Tchibala, qui était en train d'expédier les affaires courantes. Vital Kamerhe arrive et tout ça, il fait signer des communiqués, voilà, il récupère la gestion entre ses mains et on a vu ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, le divorce, c'est vrai, on peut aller avec cela, une année, Félix Tshisekedi peut gérer avec l'administration, c'est-à-dire les secrétaires généraux prennent la place des ministres, ils vont commencer à gérer l'administration, mais il y aura des conséquences. C'est ce que nous ne voulons pas. Voilà pourquoi moi j'encourage cette rencontre entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi qui va un peu calmer les ardeurs des membres du gouvernement qui ont tendance à confondre l'exécutif avec Kingakati ou alors le FCC. Espérons que cette fois-là, ils vont vous écouter parce que ce n'est pas la première fois que Félix Antoine Tshisekedi rencontrait Joseph Kabila. Malheureusement. Une sorte de répétition. On est dans une sorte de boule qui tourne et qui ne s'arrête pas. Jenny Kanida, l'actualité, c'est aussi la désignation de Ronsard Malonda. Vous le savez, cet homme a été confirmé hier par l'Assemblée nationale. Il y a déjà beaucoup de bruit, notamment les ONG. Monseigneur Ambongo nous avait dit, si Ronsard Malonda est élu, il prend la rue à témoin et il va mobiliser la population contre ça. Est-ce que vous pensez que Malonda, c'est un bon choix pour la Commission électorale nationale indépendante? Bon, si on était à l'église, je dirais, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Ou on ne fait pas du nouveau avec du vieux. Sinon, ça se casse. Ronsard Malonda, c'est vrai, il a l'expertise.
Mais est-ce que l'expertise seule suffit pour présider la CENI? Je pense que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas seule l'expertise qui compte. Ici, il faut considérer que pour gérer la CENI, il faut avoir l'adhésion de toutes les parties concernées par l'organisation des élections. Et moi, je pense que ça n'engage que moi. Ronsard n'est pas un bon choix, n'est pas le choix judicieux aujourd'hui pour organiser les élections de 2023. Vous lui reprochez quoi? Simplement parce qu'il y a eu un mauvais départ. Il y a eu un mauvais départ. Lorsqu'on regarde l'élection, d'abord, son origine. On nous dit que c'est un kimbanguiste. Mais après, vous avez un communiqué de l'église kimbanguiste qui dit on ne connaît pas ce gars-là. On l'a jamais vu. On l'a jamais vu. On l'a jamais vu. Ouais. Donc, ça part déjà sur de mauvaises bases. Ça part déjà sur de mauvaises bases. Et là, ça doit inquiéter et interpeller. Donc, je ne suis pas vraiment d'accord que sa candidature puisse faire l'unanimité. Je suis prêt on dit qu'il à a été combattre. voté. C'est toutes les confessions religieuses sur le 8. 6 l'ont voté. C'est ça le problème. Nous devons éviter de faire cette démocratie sans la population. Parce qu'on a vu ce que ça a donné, la loi Minakou. Acceptée par la famille politique, acceptée par les organisations qui ont fait des déclarations. Mais la population, même si on nous dit que ce n'est pas la population, c'est un groupe de gens, c'est comme si ce groupe de gens était en dehors de la population. Donc on faisait le distinguo entre les motards et la population. Lorsque les motards vont au PPRD, ils sont la population. Lorsqu'ils vont à l'UNC, ils sont la population. Lorsqu'ils vont à l'UDPS, ils ne sont pas la population. Alors, là n'est pas mon problème. Mais je pense que nous devons éviter le forcing qu'on a vu à l'Assemblée nationale pour la validation ou lorsqu'on a entériné la candidature proposée par la société civile au niveau des confessions religieuses. Nous devons éviter le forcing parce que les résultats, c'est quoi? C'est que lorsqu'il s'agira de gagner le temps pour organiser les élections, on va buter au fait que la personne ne fera pas, c'est vrai que le choix humain ne fait jamais l'unanimité, mais au moins il faut qu'on ait la majorité de la population qui accepte le choix porté par les politiques. Ça ne s'est jamais fait. Malou Malou a été refusé, Ngoy Moulounda a été refusé, Corneille Nanga a été refusé. Lorsque Malou Malou est revenu pour la deuxième fois, ça a été refusé. C'est comme ça que la plupart des gens du FCC répondent. On dit que c'est dans nos coutumes, on finira par adopter Ronsard Malonda. Malheureusement, parce que nous allons sur de mauvaises bases. La loi électorale est là. Nous avons toute la réglementation, voulais-je dire, autour de l'organisation des élections, mais on ne respecte jamais. On vous dit que le président de la CENI doit provenir de la société civile dans la composante confession religieuse. Mais là-bas, on vous dit que la personne qui a été désignée, envoyé pour le compte des confessions religieuses vient de l'église kimbanguiste. Mais l'église kimbanguiste vous dit, nous ne connaissons pas cette personne. Alors la personne vient de qui? Mais par contre, c'est une famille politique qui soutient le monsieur. On a vu des spots sur Télé 50, vous et moi, on a vu des spots, on a vu des émissions où des personnalités du FCC et du PPRD soutiennent à bras le corps la candidature de Ronsard. Mais comment vous expliquez ça? Alors que les premières personnes à soutenir cette candidature devaient être l'église kimbanguiste où il est supposé provenir. Mais ce n'est pas l'église kimbanguiste qui le soutient, mais c'est plutôt le FCC qui le soutient. C'est là tout le problème. C'est là que nous disons, c'est mal parti parce que demain, lorsqu'il faudra gagner le temps dans l'organisation des élections, c'est plutôt la population qui sera dans la rue. Et moi, je ne vois pas le président de la République faire fi des manifestations anti-Ronsard. Je l'ai vu se prononcer contre toutes les réformes qui vont à l'encontre des intérêts de la population. Vous craignez la rue. Parce que là, Monseigneur Ambongo nous a dit que si on maintient Ronsard comme président de la CENI, il fera appel à la rue. Il a été très très dur dans son message. Il y a les ONG de défense des droits de l'homme qui mobilisent déjà la population pour qu'on décide. Vous craignez l'expression de la rue? Non, je refuse la rue demandée par le cardinal Ambongo. Je refuse cette rue-là. Il faut une rue
spontanée, pas téléguidée. Lorsque nous sommes face à une rue téléguidée, ça va dans le sens des intérêts de quelqu'un. Parce que nous connaissons le cardinal Ambongo, pour qui il roule, on sait. Il roule pour qui? Non, mais il a reçu les 40 000 smartphones qu'il a oublié. Il avait reçu pour soutenir qui? Il y a une candidature qu'il soutenait. Est-ce qu'il a changé de casaque aujourd'hui? Non, on le sait. Donc c'est dire aujourd'hui que nous voulons une rue spontanée. Une rue où un jour les gens se réveillent et se disent nous ne voulons pas des ronsards. En ce moment-là, mais en réalité, même vous le refusez, mais dans le fond, il n'y a rien de concret pour refuser Ronsard. Vous dites que c'est un vin nouveau, il ne faut pas le mettre dans des vieilles outres, mais c'est un homme qui connaît la procédure, c'est un homme qui connaît un rompu des matières électorales. Plus qu'un Ngoï Mulunda, je ne pense pas. Il ne connaissait pas la procédure, il ne connaissait pas les process et tout ça, plus que Ngoï Mulunda. Parce que Ngoï Mulunda était son président. Ngoï Mulunda fait des pays africains et tout, pour expliquer la tenue des élections. Mais qu'est-ce qu'il nous a donné comme résultat? On ne veut pas rentrer là, dans le passé, mais seulement nous disons, la technicité ne suffit pas. Parce que la question électorale, c'est une question de la vie de la nation. Il faut quelqu'un qui soit à la fois politique, rompu, désintéressé. Alors, rompu mais désintéressé, des intérêts partisans politiques. Parce que ici, lorsque vous avez quelqu'un qui a des accointances avec une famille politique, ça signifie que face à une question où il doit trancher, il sera jugé parti. C'est tout ce que la population refuse, qu'il soit jugé parti. Pourquoi on a voulu que le président de la CENI viennent de la société civile? Parce qu'on voulait éviter justement qu'il y ait des pesanteurs sur la personne qui gère la CENI, parce que la famille politique veut tirer des choses et tout ça. On a vu comment est-ce que Ngoï Mulunda a été tiré de part et d'autre par des familles politiques. Et on a vu avec l'actuel, c'est qui? Corneille Nangaa. Donc le législateur voulait justement que le président de la CENI provienne de la société civile. Là où il y a la population, dans les ONG, dans les organisations non gouvernementales, des droits de l'homme, des défenses de la femme, des enfants et tout ça, c'est de là que ça devait provenir. Des hommes de Dieu. Mais malheureusement, Perrault, les hommes de Dieu, ils ont déçu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Madame, Messieurs, je rappelle que vous suivez l'émission Contre nous soit dit et que ce soir, notre invité, c'est un analyste politique, journaliste indépendant et patron d'une chaîne YouTube, Congo Market TV, que je vous invite une fois de plus à vouloir visiter. C'est Dieny Kaninda avec lui nous faisons le tour de l'actualité politique. Dieny Kaninda, on met signalé à l'oreille, comptant petit à petit vers la fin de cette émission. Je voulais quand même que vous réagissiez par rapport à ces derniers thèmes. C'est ce qu'il faut peut-être désormais considérer comme comment on dit, la capitulation ou plutôt la stratégie du FCC par rapport à la loi Minakou. Vous le savez, la loi a été suspendue. Est-ce une victoire de la population ou plutôt une stratégie politique de Kabila qui calme la rue pour rebondir après? Moi, je pense que la rue a gagné. La rue a gagné parce que, et même nous aussi journalistes, nous avons gagné parce que moi personnellement, j'ai dit à la population, il ne faut pas laisser le temps au FCC aller débattre cette loi à l'Assemblée nationale. Ça va passer. Et une fois passé, c'est fini, ça sera irrécupérable. Pourquoi? Parce que nous savons, vous suivez Aubin Minako qui vous dit, pour nous donc FCC, cette loi sera adoptée. Vous suivez Némi Moulania, il vous dit, cette loi devra passer. Vous suivez Chadari, il vous dit, cette loi devra passer. Vous sentez une détermination à ce que la loi passe, ça passe ou ça casse. Donc, il n'y a pas de choix. Et en ce moment-là, il fallait éveiller la population parce qu'il ne fallait pas laisser avancer. Parce qu'avancer, il ne pouvait jamais écouter. Regardez, on ne l'a pas retiré, on l'a tout simplement suspendu. Donc on peut y revenir avec la session du mois de septembre. Donc vous ne pouvez pas dire ça. Et qui vous dit que la rue a cessé ou que la rue a oublié? Ils mettent ça en veilleuse.
C'est un jeu de mots français. On nous dit suspendu, enveilleuse et tout ça. Et vous croyez que la population va oublier? Non, la population ne va pas oublier. Le jour où on annonce à la plénière qu'à l'ordre du jour, il est prévu aujourd'hui l'examen de la loi Minakoe Sakata. Non, mais les députés de l'opposition qui sont à l'Assemblée nationale, ils vont le dire à la cité. Et la rue sera encore là. Et nous allons appuyer la rue. Nous allons appuyer la rue parce que Aubin et son ami Sakata, non, mais ils ont blagué avec la population congolaise. Et ils ne vont pas blaguer avec la population congolaise à jamais. Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire ce travail d'éveiller la conscience, d'éveiller nos compatriotes. Donc vous êtes heureux qu'aujourd'hui, que ces gens-là reculent? Très heureux qu'ils aient reculé. Et je les applaudis. Parce qu'ils devaient le faire. Ça, c'est pour l'intérêt de la nation. Ils devaient le faire. Bravo à Janine Mabunda, qui a compris. Je sais que cette dame-là, aujourd'hui, a du pain sur la planche. Parce qu'elle est tiraillée de part et d'autre par les caciques du FCC. Les gens qui n'ont pas été choisis par Joseph Kabila, ce sont eux aujourd'hui qui en veulent à ce poste-là. Ils envient le poste de Janine Mabunda. Mais j'espère qu'elle comprendra. Parce que si elle ne comprend pas, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura la dissolution tant évitée. Ou même tant voulue. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que cette loi soit simplement déclassée. Simplement déclassée. Parce que la population sait qu'elle attend, c'est des lois qui viennent par exemple renforcer aujourd'hui le contrôle. Parce que le député est élu pour à la fois créer des lois et contrôler l'exécutif. Mais est-ce qu'il contrôle l'exécutif? Est-ce qu'il contrôle? Il ne contrôle pas. Regardez à la SNEL. Cette entreprise qui nous donne l'électricité, je ne sais pas moi de quelle qualité. À la SNEL, lorsque vous allez là-bas, vous trouvez des gens qu'on appelle des fournisseurs. Moi, je voudrais une fois qu'il y ait une délégation des députés nationaux à la SNEL pour demander de rencontrer tous les fournisseurs de la SNEL. Vous avez un fournisseur qui n'a jamais de bureau, des gens comme des Gombena Gombe, c'est encore qui? Massaro. Il était fournisseur à la SNEL aussi. Non, lui était fournisseur, je ne sais pas moi, je ne sais pas où, à la SONAS ou où. Donc à la SNEL, vous avez des fournisseurs qui n'ont ni bureau, ni des gens incroyables, mais qui vous sortent des millions dans cette entreprise-là. Comment vous pouvez avoir un fournisseur qui vient vous livrer 3 mètres de câble? Fournisseur. Qu'on envoie une mission là-bas à la SNEL, parce que moi, des informations que j'ai, c'est que tous les directeurs de la SNEL sont des fournisseurs. Et ils se partagent le pactole. Ils se partagent le pactole. Donc toi, tu viens avec le touré de câbles, tu viens avec 3 mètres de câbles, tu viens avec je ne sais pas moi quoi, tu viens fournir, bon, petit naïe. Sera bimi, bon, tu as un accident, bon, petit, combien, bou, bakaboli. Ça se passe comme ça. Et dans presque toutes les entreprises publiques, ça se passe comme ça. Des fournisseurs, Régie des eaux, Onatra, partout là-bas, ça se passe comme ça. Mais les députés sont là, ils ne font rien. Mais là, lorsqu'il s'agit de leurs intérêts, vous voyez Minaku et Sakata, Sakata, dans tout. Non, il faut tout faire pour passer la loi. Ça doit passer parce qu'ils savent que c'est leurs intérêts. Ils se disent, hier c'était Vital Kamerhe, on a vu le ministre de la Justice, et après demain, ça sera qui? Joseph Kabila est tranquille à Kingakati, tantôt à GLM, tranquille. Ses affaires sont là, personne ne bouge à ses affaires. Même si vous voulez envoyer les inspecteurs des finances là-bas, on vous dit, chut, arrêtez. C'est les Chinarambo. Vous ne pouvez pas. Hier, mon épouse me disait qu'elle est allée acheter la provision. J'ai dit, mais tu vas où? Elle allait à Bon Marché. Il semble qu'il y a un grand dépôt là-bas. Et c'est là-bas où il y a... Vous voyez comment est-ce qu'on a pris en otage l'économie du pays. Mais est-ce qu'il y a des députés qui font attention à ça? Jamais. Mais leur intérêt, c'est lorsque il faut se protéger, se sécuriser entre nous, protégeons-nous, sécurisons-nous face à la justice que Félix Tshisekedi est en train d'amener aujourd'hui. Jenny Kaninda, il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Une dernière chose, c'est de dire aux Congolais, le changement s'impose. Le changement s'impose et ce changement doit partir de nous tous. Lorsque je viens à CPL TV, je vois l'investissement que tu as fait ici. Ce n'est pas des efforts personnels.
Naya boze bisanga ono machine mo boye soki $6,000. Aujourd'hui place à Rozwango. Ça c'est des efforts personnels. Et tu as ici des Congolais que tu as appelés pour collaborer avec toi. Chacun en ce qui le concerne. J'ai pris cet exemple pourquoi? Parce que j'ai vu que c'est beau chez toi. Bande konanga eza kitoko. Je suis venu namoni eza kitoko. Donc ça c'est ce que j'appelle à chaque Congolais le goût de l'excellence, le beau, le vrai, le bon. Toko dans la culture wana. J'ai fait un reportage sur le boulevard à la gare centrale avant le jour du confinement. Ngana kosenga yo poti na équipe kuna na ville. C'était propre. Propre. Mais total là, une semaine après, 2 semaines après, 1 mois après. Merci. Ça a été un grand plaisir, Denis Kanida. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir que notre invité était monsieur Denis Kanida, journaliste indépendant, analyste politique et patron de la chaîne Congo Market TV que vous retrouvez sur YouTube. Je voudrais vous inviter une fois de plus, la dernière d'ailleurs, faire un peu de publicité pour toi. Merci. Allez vous abonner massivement là-bas et allez visiter la chaîne. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Équipe dirigée aujourd'hui par Ezekias comme d'habitude. Sir Ntsumu était à la prise des vues. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro. Merci et au revoir chez vous.